On est en direct depuis 8 heures ce matin pour un événement considérable, les 24 heures du climat partout en Auvergne-Rhône-Alpes, avec en tête de liste Fabienne Grébert pour nous emmener ensuite jusqu'au scrutin du 20 et 27 juin prochain. Scrutin ô combien important pour assurer une transition écologique, un renouveau démocratique. Justement, le renouveau démocratique, c'est ce dont il va être question. Il va être question, pardonnez-moi, avec Éric Piolle qui va arriver dans un instant. On rejoindra Fabienne Grébert, mais également Mathias Martin-Schaaf qui fait partie de la Convention citoyenne pour le climat, qui faisait partie, et pour l'instant nous sommes en ligne avec Claire Morcan qui va arriver, mais Valérie Cabanès d'abord, on me dit dans l'oreillette, une oreillette que je n'ai pas, mais ce n'est pas grave. Valérie Cabanès, bonjour. Vous êtes à l'initiative d'Endécocide. C'est un terme qui n'est pas encore vraiment rentré dans la pédagogie collective, si je puis m'exprimer ainsi. Comment on pourrait qualifier ce terme d'écocide? Valérie, bonjour. Valérie Cabanès, qui va peut-être se... À tout le monde. Voilà, j'ai été conviée à vous partager une expérience que j'ai menée depuis un petit moment, depuis 2012, en tant que juriste internationaliste et préoccupée par la 6e extinction de masse et le changement climatique. Je me suis engagée dans un plaidoyer pour faire reconnaître le crime d'écocide. L'écocide, pour ceux qui ne connaissent pas bien le mot, bien qu'il commence à être populaire, c'est le fait de détruire des écosystèmes, des systèmes et des espèces vivants qui permettent le maintien de la vie sur Terre. Et c'est un plaidoyer qui est mené depuis des décennies pour qu'il soit reconnu comme un crime contre la paix et la sécurité humaine, idéalement par la Cour pénale internationale. Alors, je marche dans les pas de Polly Higgins, qui est une avocate écossaise, qui dès 2010 a fait cette demande, et dans les pas depuis 1972 de Olof Palme, Premier ministre suédois, qui à la première conférence de la Terre avait demandé à reconnaître le crime d'écocide du fait effectivement de l'usage de l'agent orange sur les forêts du Vietnam, du Cambodge et du Laos par l'armée américaine, qui aujourd'hui encore a d'une part effectivement pollué durablement l'environnement, mais aussi on est à la 4e génération d'enfants qui naissent avec des malformations à cause de la dioxine utilisée par l'armée américaine. C'est un sujet qui a été débattu pendant les années 90 lors de l'écriture du statut de Rome pour faire reconnaître donc un crime de guerre en lien avec la destruction de l'environnement, mais aussi un crime contre la paix et en temps de paix, ce qui n'a pas été obtenu parce que certains États, comme la France, s'y sont opposés, de peur de menacer leurs intérêts industriels, voire peut-être leurs intérêts nucléaires. Donc depuis 2012, je me suis lancée dans ce plaidoyer. J'ai été rejointe très rapidement par Marie Toussaint, que vous connaissez tous, et que je salue au passage parce que je sais qu'elle est avec vous. Et nous avons lancé une initiative citoyenne européenne en 2013, donc, où nous avons utilisé un outil de démocratie participative, directe, pour que les citoyens puissent affirmer leur souhait d'une directive sur le crime d'écocide à travers donc, cet outil d'ICE, d'Initiative citoyenne européenne, qui est malheureusement un outil pas très efficace. En tout cas, en France, c'était compliqué parce qu'il fallait donner une signature électronique, mais aussi des identifiants, numéros de carte d'identité, adresse, etc. Ce qui a fait fuir à peu près 4/5 des personnes qui voulaient s'engager à nos côtés. Mais ce plaidoyer ne s'est pas arrêté là. Je l'ai continué à travers des conférences, à travers des ouvrages comme Un nouveau droit pour la Terre. Et il a été progressivement l'objet d'attention d'abord par les politiques, mais les politiques souvent dans l'opposition. Il y a eu une appropriation politique pendant les présidentielles en 2017 par plusieurs partis. Chez les Verts, ça s'est d'abord fait par le biais d'une résolution qui a été votée par la Fédération mondiale des Verts, mais d'autres partis s'en sont saisis, ont proposé la reconnaissance du crime d'écocide dans leur programme. Et puis à nouveau en 2019, c'est le Parti socialiste qui, d'abord en mai 2019, au Parlement, puis au Sénat en octobre, ont présenté des propositions de loi
pour reconnaître le crime d'écocide en droit français. Bien évidemment, ça a été balayé d'un revers de la main par la majorité, sans débat, souvent avec une consigne de vote, c'est-à-dire sans que les députés soient même présents, et avec des propos du type ok, peut-être que c'est intéressant d'imaginer reconnaître le crime d'écocide à l'échelle internationale, mais en tout cas, la France ne peut pas être le gendarme du monde. Pourtant, les Belges, nos voisins, se sont saisis de la compétence universelle et sont tout à fait en capacité, s'ils reconnaissaient le crime d'écocide, de pouvoir juger sur leur sol des crimes. Et puis, avec le devoir de vigilance en France, on peut penser aussi que nous pourrions très bien poursuivre des criminels de l'environnement, en particulier des responsables économiques qui ne respectent pas les limites planétaires, qui ne respectent pas la vitalité des écosystèmes et finalement qui menacent les conditions de vie, non pas seulement des Français, mais finalement de toute l'humanité et au-delà de toutes les espèces vivant sur Terre. Je le rappelle, je vous l'ai dit au début, nous sommes dans une 6e extinction de masse. Alors, ce que je voulais vous partager avec vous, et je pense que la table ronde qui suit va permettre de l'approfondir, c'est le fait que les citoyens de la Convention climat se sont saisis de cette cause. Et ça a été extrêmement intéressant à plusieurs niveaux. Le premier niveau fut le fait que, de manière générale, la Convention citoyenne pour le climat a montré que 150 citoyens tirés au sort, de toute catégorie sociale, de toutes les régions de France, quand ils sont informés, quand ils sont éduqués, quand ils prennent le temps, si on leur donne, d'étudier le sujet, se sont bien évidemment rendus compte de la gravité de la crise écologique et climatique dans laquelle nous sommes. Ensuite, ils ont très rapidement aussi compris qu'il fallait qu'ils aillent au-delà de leur mandat initial, qui était de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 en France. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que cette crise était systémique et que l'on ne pouvait pas simplement régler le problème du changement climatique si on ne se préoccupait pas de la perte de biodiversité, si on ne se préoccupait pas de l'usage que nous faisons des sols et de la déforestation, si on ne se préoccupait pas de la qualité des sols et donc des cycles biogéochimiques du phosphore et de l'azote dans les sols, si on ne se préoccupait pas de l'acidification de l'océan, si on ne se préoccupait pas, je ne vais pas toutes les citer, de toutes les limites planétaires que nous sommes en train de dépasser. Nous en avons dépassé 4 à l'échelle internationale, 6 en France sur les 9 établis, et qui menacent la stabilité du système terrestre et donc notre survie à tous. Ils ont donc demandé à m'entendre pour 2 raisons. D'une part, pour la modification de la Constitution, et d'autre part, sur le crime d'écocide. Et le 20 juin, quand ils ont remis leur résolution à Emmanuel Macron, ils ont demandé que la réforme constitutionnelle, pour que cette constitution devienne écologique, et le crime d'écocide soient proposés à référendum au peuple, parce qu'ils n'avaient pas confiance dans le gouvernement pour pouvoir aller jusqu'au bout de ces propositions. Et ils ont voté à 99,3% au sein de la Convention pour faire reconnaître le crime d'écocide. Donc je trouve que cette expérience est fascinante parce que ça montre effectivement que peut-être si les citoyens ne nous suivent pas sur les mesures à prendre face à la crise écologique, c'est parce qu'ils sont mal informés, parce que les enfants ne sont pas assez éduqués et qu'il faut donc, à mon sens, démarrer d'abord par l'éducation des enfants, puis la participation citoyenne dans ces débats qui nous concernent tous et qui concernent l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Et à partir du moment où, comme vous l'avez vu avec la loi climat et résilience, le gouvernement et Emmanuel Macron en premier, a choisi au final donc de faire de la politique politicienne et communicante en utilisant le mot d'écocide pour caractériser un délit et non plus un crime dans le droit français, un délit de pollution générale en lien avec des obligations administratives et donc pas du tout en lien avec les limites planétaires qui permettraient à ce moment-là de considérer que certaines activités industrielles en cours devraient être aujourd'hui interdites, en tout cas demain, après une période de transition, c'est-à-dire poser un cadre nouveau qui permette effectivement de stopper des activités industrielles qui sont aujourd'hui légales. C'est bien le problème, c'est qu'à l'heure actuelle,
le délit d'écocide ne permettra pas de poursuivre des activités légales aujourd'hui qui devraient devenir illégales si l'on voulait vraiment maintenir la sûreté de la planète. Et je terminerai sur le renouveau démocratique en disant que cela démontre plusieurs choses. Cela démontre d'une part l'écueil de la Ve République, qui est la toute-puissance de notre président de la République, et cette croyance en un homme providentiel qui, la plupart du temps, ne tient pas ses promesses, pour plein de raisons différentes, pas simplement par ses idées politiques, idéologiques, mais aussi par tout le système qui est derrière je dirais, de complicité, de main dans la main entre l'État et les industriels, du fait que le président de la République a un rôle avant tout de VRP, il faut bien le comprendre, hein, quand il voyage, même pour une raison diplomatique, il part toujours avec une cinquantaine d'entrepreneurs avec lui pour signer des contrats économiques à l'étranger. Donc, d'une part, il me semble que ce système pyramidal fait défaut. Ensuite, que le système de démocratie représentative aujourd'hui n'est plus assez efficace et éloigne finalement les citoyens de la politique, de la vie de la cité, de la vie de la nation, et qu'il nous faut donc absolument retrouver les moyens d'une démocratie directe, plus horizontale, plus citoyenne, plus participative. Et les régions sont, pour moi, le lieu d'expérimentation idéal pour cela. C'est absolument essentiel de se diriger vers ce type de démocratie locale. Et en reprenant l'expérience de la Convention citoyenne et ses demandes et ses attentes, d'imaginer aussi une démocratie locale qui devienne une démocratie écocentrée. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'on veut résoudre la crise climatique et écologique, il nous faut quitter une vision du monde où l'humain est central et où le droit est construit autour de l'humain seulement et de ses intérêts. Il nous faut peut-être penser à réintégrer l'intérêt des non-humains dans nos politiques publiques, dans nos décisions collectives, dans nos visions à long terme, et d'adopter une écologie et une démocratie qui soient beaucoup plus écocentrées, qui prennent en considération l'intérêt des espèces et des systèmes vivants, et expérimenter ce que d'autres commencent à faire, par exemple en Val-de-Loire, des parlements qui invitent autour de la table, autour d'un intérêt commun qui est la protection d'un écosystème dans lequel on vit, d'inviter autour de la table des citoyens, des politiques, des industriels, des usagers d'un même écosystème. Vous êtes en région Aura, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous savez peut-être que de Suisse est née une initiative qui s'appelle l'Appel du Rhône et qui vise à donner une personnalité juridique au Rhône, de son glacier, le glacier du Rhône en Suisse, jusqu'à son delta en Camargue. Et je crois que là, il y a matière à inventer de nouvelles formes de vivre ensemble, une forme de nouveau contrat social qui intègre les écosystèmes dans lesquels on vit, où l'on devienne à ce moment-là les gardiens de ces écosystèmes et où on recherche effectivement des intérêts qui soient aussi les intérêts des générations futures. En région Nouvelle-Aquitaine où je vis en Dordogne, je sais que dans le programme, il y a une troisième chambre qui est inventée, une chambre du futur, qui permette à des jeunes de s'exprimer. Je pense qu'il faut aller au-delà de cela. Il faut que les citoyens puissent participer à ces parlements locaux et que des citoyens soient nommés comme représentants des intérêts des écosystèmes qui sont traversés par la région Rhône-Alpes, par l'Auvergne. Voilà, donc je voulais simplement vous témoigner cette expérience d'engagement citoyen, d'abord personnel, qui m'a amené ensuite à collaborer avec de nombreuses personnes qui sont présentes avec vous aujourd'hui et qui m'ont permis finalement de créer une passerelle avec des citoyens de toute la France qui se saisissent de ces idées, qui les font grandir. Et je vous invite donc à une belle table ronde avec certains de leurs représentants qui vont vous partager justement, je crois, cette conscience écologique qui les anime aujourd'hui grâce à cette participation à laquelle ils ont été conviés. Voilà, je vous remercie.
Quel événement on est en train de faire tous ensemble depuis 8 heures ce matin, les 24 heures du climat pour la fête des mères. C'est pas pour ça, mais bonne fête quand même à toutes les mamans. Et c'est une démonstration de force à 3 semaines du scrutin du 20 et du 27 juin prochain pour ces élections départementales et régionales surtout, avec, vous l'avez compris, des objectifs considérables et une élection à gagner, celle face à Laurent Wauquiez. Et on démontre aujourd'hui qu'on est prêt à gouverner cette région, qu'il y a une force militante considérable et surtout que de nombreux Auvergnates et Auvergnats et Rhône-Alpins se mobilisent pour cette campagne. On l'a vu avec cette énorme révolution aussi, qui est en train de se passer sur l'ensemble des territoires. Alors comment aider pour cette campagne? Évidemment, vous pouvez rejoindre les comités locaux qui y a près de chez vous. Vous pouvez partager les contenus sur les réseaux sociaux. C'est ô combien utile pour participer à la sensibilisation collective. Et puis, vous pouvez aussi vous joindre à tout moment sur notre site de campagne, pardonnez-moi, on va y arriver depuis 8 heures ce matin, les mots commencent légèrement à fourcher. Dans un instant, Éric Piolle pour parler renouveau démocratique avec Fabienne Grébert. On parlera du livre, tiens, de Fabienne Grébert, comment une liste citoyenne peut gagner une élection, puisque pas grand monde aujourd'hui au niveau observateur politique, des journalistes, des médias, prédisent une victoire, notre victoire à la tête de la région le 27 juin prochain. Et pourtant, il y avait la même promesse à Annecy, où jamais une liste citoyenne écologiste ne pourrait gagner des élections face à un système en place depuis 60 ans. Finalement, on l'a fait, et pourquoi pas, on n'y arriverait pas ici en Auvergne-Rhône-Alpes. On va y revenir donc avec Éric Piolle et Fabienne Grébert dans un instant, et Mathias Martin-Chave de la Convention citoyenne pour le climat, une collègue à Mathias également, Claire Morcan, qui est en direct avec nous. Bonjour Claire, quelques mots, on a envie de vous entendre sur cette expérience, on imagine incroyable, sinon quelque peu décevante, si ce n'est, si on compare, si on pense aux résultats. Voilà, racontez-nous du commencement à sa finalisation, donc à votre participation de la Convention citoyenne pour le climat. Claire Morcan, bonjour à vous. Témoigner un peu tout ce qu'a d'abord tout ce qu'a abordé Valérie Cabane. Donc j'ai été tirée au sort moi en août 2019 pour participer à la Convention citoyenne pour le climat qui a débuté en octobre 2019 et j'ai accepté rapidement d'y participer. Et effectivement, j'étais donc ce cobaye de toute cette aventure effectivement incroyable, à la fois sur la découverte de la discipline et ma connaissance sur l'environnement et la biodiversité et le réchauffement climatique, mais aussi de la participation collective. Euh, Ça a été, pour reprendre les mots de Valérie, ça a été quelque chose de vraiment incroyable déjà de découvrir que moi j'arrivais sur un sujet que je ne maîtrisais absolument pas et puis j'avais des comportements qui étaient absolument pas adaptés. L'environnement, j'en avais une connaissance qui était assez vulgarisée et d'apprendre tout ça, notamment lors des premières sessions, l'assaut Andy, ça a été vraiment une claque et de me rendre compte aussi que lorsqu'on sait les choses, j'ai été capable d'aller jusqu'au bout du travail et d'apporter des propositions, jusqu'à des propositions de loi. Ça a même été une révolution pour moi dans la vie. D'ailleurs, le témoignage de Valérie Cabane à l'époque, quand elle vous explique qu'on a voté à 99% pour le crime d'écocide, c'est parce que ça a été vraiment une sorte de révolution dans nos têtes d'apprendre tout ça. Ça nous a beaucoup marqué, beaucoup touché. D'ailleurs, je l'en remercie. C'est vraiment une des personnes qui nous a beaucoup touché lors de cette convention citoyenne. Et puis à la fois de voir à quel point nous tous, les 150, nous avons évolué à la fois sur notre connaissance sur l'environnement, mais aussi sur la démocratie participative. On a appris à débattre, on a appris à écouter, on a appris à prendre la parole. Et on a surtout appris qu'on pouvait, comme un gouvernement, comme des parlementaires, quand on avait à peu près le même niveau d'information et d'experts autour de nous, on pouvait avoir un libre arbitre, toujours, pendant toute la Convention citoyenne, et pouvoir faire des propositions qui sont d'une nature absolument universelle. On a appris aussi peut-être qu'en faisant ça, on faisait de la politique, mais la politique au sens le plus noble c'est-à-dire participer, réfléchir à ce qui se passe dans notre pays, dans notre région, dans notre village, et que d'y participer, c'était moi personnellement me ramener à la politique. J'ai toujours voté, mais ces derniers temps, peut-être comme beaucoup de monde, avec moins de passion, avec plus de dépit. Et
vivre cette expérience m'a fait me rendre compte que il fallait absolument pas lâcher cette vie politique et qu'il fallait y participer et à travers notamment voilà, cette convention citoyenne, mais d'autres qui pourraient arriver. C'est arrivé en plus dans un contexte qui était particulier, c'était après les Gilets jaunes, les premières marches sur le climat. Et ça a été depuis pour moi une réponse vraiment à ces clivages importants, ces manifestations, une incompréhension entre les Français et le gouvernement. Donc ça m'a réellement rassurée euh, sur le fait qu'une convention citoyenne, une démocratie participative était la solution. Et c'est d'ailleurs pour ça que la convention citoyenne est même allée un petit peu plus loin, comme l'a dit Valérie, dans ses propositions, à la fois sur le crime d'écocide, mais aussi en essayant d'accélérer la réforme du Conseil économique, social et environnemental, en intégrant, qui n'arrive pas à l'évolution que nous souhaitions, nous, c'est-à-dire à créer clairement une troisième chambre et puis aussi peut-être donner un statut aux citoyens parce que j'ai pu vivre, je veux dire, c'est une aventure que j'ai vécue, mais que ma famille aussi a vécue, que j'ai entraîné avec moi et il nous a manqué un statut citoyen pour pouvoir être beaucoup plus légitime et plus efficace, à la fois pendant la Convention, mais aussi après, parce qu'elle continue. C'est la raison pour laquelle je suis encore là aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas finie. Je continue à témoigner aujourd'hui de la démocratie participative, mais aussi sur l'environnement et le dérèglement climatique, parce que on ne ressort pas d'une expérience comme celle-ci indemne. Ça fait maintenant partie de ma vie, ça fait partie de toutes nos vies maintenant, on ne peut plus vivre sans. C'est une sorte de révolution interne et ça donne envie, et cette expérience nous a vraiment donné envie de défendre cela parce que d'après nous, c'est la seule solution d'y arriver. On voit bien la défiance actuelle et de l'avoir vécu, je n'ai plus que cette réponse. Et notamment aussi, comme le disait Valérie, au niveau local, je le vis aussi, moi je suis en région PACA. Je pense que pour tout grand projet d'infrastructure, quel qu'elle soit, ou tout grand projet qui nous concerne, qui concerne nos vies, nos pratiques, de demander l'avis de citoyens qui vont être les usagers, c'est tout à fait important et c'est permettre d'appliquer plus facilement des décisions en concertation, que ce soit au niveau national et régional. Voilà, quoi vous dire que c'était une expérience incroyable, qu'il faut que depuis, ça m'a donné la force et l'envie donc de continuer à me battre au niveau local et national pour l'environnement, pour le dérèglement climatique et de m'engager, même sans étiquette, je suis moi actuellement sans étiquette, mais de m'engager auprès de toute personne qui souhaite avoir mon témoignage, toute association que je peux accompagner. euh, pour apporter ma mini-pierre à l'édifice et continuer à me battre pour quelque chose qui a été un déclic pour moi et terminer en disant que vraiment, comme le disait également Valérie, si chacun d'entre nous pouvait avoir la chance, comme moi, d'être tiré au sort sur peut-être le modèle de juré d'assises pour donner son avis, ce serait la solution à notre nouvelle politique et qu'actuellement, en plus, le monde est tellement est fait de telle manière que l'accès à l'information est tellement riche que maintenant les citoyens sont beaucoup plus renseignés, ont envie de défendre des causes et que la solution pour le faire est de donner notre avis et d'être un troisième impact, une nouvelle force en France, mais juste pour faciliter à appliquer les décisions qu'on prendrait tous ensemble. Euh, voilà, je crois que j'ai terminé sur mon témoignage, si vous avez des questions. Je ne vous entends pas. Un événement d'ampleur exceptionnelle pour ce dimanche 30 mai. Toutes les équipes mobilisées aux quatre coins de la région. On a commencé très tôt ce matin à 8 h à Lyon. On est parti ensuite à Clermont-Ferrand. On est parti à Annecy et puis nous terminons ici donc à Grenoble dans cet endroit de coworking absolument magnifique en compagnie d'Éric Piolle. Salut Éric. Fabienne Grébert nous a rejoint tout au long de cette journée. Salut Fabienne et Mathias Martin Schaaf de la Convention également citoyenne pour le climat. Merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous. On a encore une heure à passer ensemble. Vos commentaires sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de partager le fil sur votre fil
l'actualité, ces vidéos, c'est d'une grande utilité. C'est ça aussi, convaincre nos amis, nos familles. C'est très utile et il faut avoir bien tout ça en tête. Je dis pas de bêtises, Eric? Non, je vois que... Nickel. Non, ça va. Merci. Je me sens surveillé cette fin de, Pas du tout, de journée. Mathias, est-ce que tu peux nous raconter cette expérience qui a commencé donc en août 2019, le jour où on te tire au sort parmi 150 citoyens pour parler climat pendant un an? On doit se dire, qu'est-ce qui m'arrive? Oui, tout à fait. C'est précisément ce que je me dis. Qu'est-ce qui m'arrive? Moi, j'ai reçu un appel venu un peu de nulle part. On me propose de participer à une convention citoyenne sur le climat organisée par Emmanuel Macron. Donc, comme beaucoup, j'ai pensé que c'était une blague. J'ai vérifié que c'était pas une blague. Alors, pardonne-moi, qui t'appelle déjà pour bien comprendre? Je n'ai pas le nom de cette illustre personne. Pas du tout. C'était une entreprise qui avait été mandatée par, j'imagine, le Conseil économique, social et environnemental, oui, c'est vrai, effectivement, qui avait été, par une lettre faite par le Premier ministre Édouard Philippe, mandaté d'organiser une convention citoyenne avec 150 personnes tirées au sort. Donc une personne de cette entreprise m'appelle pour me proposer ça. En fait, ils avaient appelé des milliers de personnes. Je crois qu'ils ont généré 200 000 numéros de téléphone aléatoires. Et ils ont appelé toutes ces personnes. Ils ont aussi pris contact avec des associations pour avoir des personnes qui n'avaient pas forcément de téléphone. Et donc on m'a proposé de participer. Je devais dire juste oui ou non. J'ai dit oui. Sans information supplémentaire. Sans information supplémentaire. Okay. Alors on avait le droit de prendre le temps de réfléchir aussi, et notamment de vérifier que c'était pas une blague. Ouais. Donc j'ai dit oui, et puis après il y a eu une machinerie qui s'est mise en place dont je n'ai eu connaissance qu'après, qui était de nous trier selon différents critères pour assurer qu'il y ait une certaine diversité dans l'Assemblée des 150, qui soit les mêmes proportions que dans la population française. Par exemple 52% de femmes, 48% d'hommes. Donc il y a eu 6 critères comme ça, et puis j'ai été retenu d'après les critères que je représentais. Donc là on est à quelle date? Premier coup de fil en août 2019, c'est intéressant d'avoir ce premier coup de fil début septembre 2019 ou 2019, je ne me rappelle plus très bien, c'est par là. Et je me retrouve, je crois que la première session c'était 3-4 octobre, début octobre, au Conseil économique, social et environnemental, donc le CESE à Paris, avec 150 autres personnes, un peu perdues dans un grand hall, à pas savoir à qui parler parce qu'on connaît personne finalement. Incroyable expérience. Et puis on découvre un peu tout ce qu'est la Convention citoyenne pour le climat, les groupes qui nous accompagnent, donc notamment les animateurs et animatrices qui étaient là pour faciliter la communication, la médiation, et donc ils commencent à essayer de nous parler entre nous. Ça crée du lien. Et puis qui vont nous présenter dans un grand hémicycle dans lequel on est tous assises ce qui va se dérouler. Le mandat qui nous est donné par le gouvernement, donc de réduire de 40% les émissions de GES d'ici 2040 dans un esprit de justice sociale. Et puis rappelle l'engagement du président de la République qui est de transmettre ces mesures sans filtre soit au Parlement, soit dans la réglementation, soit par référendum, selon ce que nous-mêmes on choisissait. Mensonge, mais on y reviendra. Quel est ton état d'esprit à ce moment-là? Toi, tu es un écolo convaincu, tu te dis, attends, moi je parle d'écologie, mais en même temps, j'en sais pas plus que les autres. Tu te renseignes, tu bosses, comment ça se passe? Eh ben, on a eu une super première session où on a pu mettre un peu tout le monde au même niveau. Donc moi j'étais déjà écolo convaincu et je faisais partie des rares. En fait, tout le monde n'était pas vraiment à ce niveau de connaissance sur l'écologie, la gravité de la situation. On a eu Valérie Masson-Delmotte du GIEC qui est venue nous expliquer la crise climatique, les enjeux, la gravité de la situation, l'impact des activités humaines, tout ça. Et donc pour beaucoup ça a été une énorme claque, parce que beaucoup ignoraient la gravité de la situation. Donc la soirée a été rude pour certains et certaines. Et puis on a ensuite décortiqué notre mandat sur toute cette première session. Donc comprendre qu'est-ce qu'on entendait par justice sociale et comment ça pouvait se traduire dans nos mesures, et puis comment on pouvait réduire nos émissions de gaz à effet de serre, d'où elles provenaient. On avait un socle d'information initiale, donc quel pourcentage vient des déplacements, quel pourcentage vient de l'industrie, etc. Là on est dans le concret, on va finir de dérouler ce calendrier parce que c'est très intéressant, et finalement on l'a peu entendu sur comment ça se passait et sur tout ce que les membres de la Convention citoyenne ont ressenti, parce que c'est quand même intéressant. À la base l'idée était bonne. Ah oui. Allez, n'hésite pas à prendre un micro, Eric, si tu veux, quand on t'appelle. Oui. Non, mais, l'idée était belle même. L'idée était belle avec un
un nouveau format. J'en avais parlé pas mal avec Cyril Dion à l'époque, avec aussi moi ma crainte à l'époque, c'était qu'après que Macron a fait une OPA sur la gauche en 2017, une OPA sur à droite en 2019, il utilise le résultat de la Convention citoyenne pour faire une OPA sur les écolos juste avant les élections présidentielles. Bon, finalement, c'était une crainte qui ne s'est pas avérée juste, vu ce qu'il a fait des résultats de la Convention citoyenne. Mais je trouve que l'idée est quand même assez extraordinaire de se dire que, voilà, en prenant des gens qui représentent la société française, en leur donnant de l'information, en organisant du débat, eh ben, on va produire quelque chose. On va évidemment parler du résultat et comment on peut pallier ça, réparer ça et aller plus loin dans le processus, notamment ici au niveau de la région et notamment ce que tu as fait avec la démocratie sanitaire lors de cette crise, Éric. Donc on va continuer de dérouler un petit peu pendant 5 minutes la suite. Fabienne, toi, c'est la question que je voulais te poser. Comment tu as réagi, toi, en apprenant ça, en disant tiens, une convention citoyenne pour le climat, ça y est, le gouvernement est en train de se verdir au moins un petit peu et va écouter un petit peu les citoyens et va prendre part à ce qui se passe à la base de la population pour essayer d'améliorer sa politique? Écoute, j'étais un petit peu moins optimiste qu'Éric parce qu'on avait déjà eu le grand débat national. Qu'est-ce qu'il était sorti de ça? Rien, on en avait fait des tonnes, il y avait des registres partout, on aurait pu déjà exploiter cette matière-là. Il y avait... Donc j'avais le sentiment déjà qu'on gagnait un petit peu de temps par rapport à ça. Mais j'étais assez confiante sur le fait qu'on puisse dire, tiens, il y a une convention sans filtre. Ok, ils vont décider et ça va passer devant le Parlement. C'était ça le grand espoir. C'était pas tant sur la consultation parce que il y avait déjà eu plein de choses qui avaient été faites. Mais j'avais cet espoir-là et cet espoir a été un peu, même très déçu. Alors vas-y, je te laisse poursuivre. La première réunion où tout le monde se dit bah, tiens, un peu, qu'est-ce que je fous là? Et on imagine que c'est bien humain de penser ça. Comment se passe ensuite la suite du calendrier rapidement? Bien avant d'en arriver au moment de la désillusion, donc la fin de l'espoir qu'on avait effectivement que cette promesse, cet engagement du sans filtre soit tenu. Il y a eu 7 sessions en tout qui se sont déroulées un peu toujours de la même façon. Donc on auditionnait les expertes et les experts qu'on pouvait demander à l'avance. Soit sur un secteur, soit un nom en particulier. Et puis on auditionnait, ensuite on travaillait en petits groupes, soit pour poser des questions, pour réfléchir autour de ce qu'on avait retenu ou les solutions qu'on imaginait. On mettait en commun en plus grand groupe. On a été séparés en 5 groupes thématiques, donc d'une trentaine de personnes. Donc soit on travaillait à 30, soit on travaillait à 150. Et puis en fin de session, des sessions qui duraient donc 3 jours à Paris, on avait des ébauches de propositions qui étaient au début pas très abouties et puis qui de session en session se sont peaufinées. Entre les sessions, on avait un groupe d'experts qui était appelé le groupe d'appui, avec des scientifiques, avec des économistes, des experts du droit, enfin de différents domaines, qui analysaient nos idées et qui nous donnaient leur avis sur l'acceptabilité, sur le coût, sur la faisabilité, sur l'impact en matière de réduction de GES. Et puis nous on récupérait ça à la session suivante. Et donc de session en session, en procédant un peu toujours de la même façon, on est arrivé sur 149 propositions. Assez abouti. Alors, pardonne-moi, mais là, j'ai une méconnaissance du sujet. Là, la Convention citoyenne pour le climat, c'est désormais terminé. Il n'y a plus de nouvelles sessions pour vous. C'est terminé, oui. Plus parti, enfin, il n'y a plus de Convention citoyenne pour le climat, je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà. Et donc, on sait dorénavant que les mesures ne seront pas, en tout cas la totalité des mesures, ne seront pas débattues au Parlement et qu'il n'y aura pas de référendum sur le sujet. C'est quoi? C'est de la déception, c'est de la colère, c'est, tu vois, en tant que toi, membre des 150 parmi les 67 millions de Français, dans quel état d'esprit t'es aujourd'hui? Maintenant, ça va mieux. La pilule est passée, quoique. Faut peut-être pas trop me relancer sur le sujet, mais ouais, c'est de la déception, de la colère, du dégoût, de la frustration. Je ne sais pas s'il y a grand-chose de positif qui ressort du fait que le président de la République ne tienne pas un tel engagement, qui était au final sur cet engagement que reposait le pouvoir qui était donné à une assemblée citoyenne. On était honnête de l'exécutif tant que cet engagement tenait. À partir du moment où cet engagement tombe, dans ce cas-là, on était une assemblée consultative. On n'a aucun pouvoir. Et donc c'est très triste. Et voilà. Quelle est ton analyse, Éric? Parce que c'est un scandale politique. Enfin, je veux dire, comment on peut demander aux gens de se réintéresser à la politique, d'aller voter, quand on dit « allez-y, citoyens, faites des propositions, je vais les reprendre » et qu'on ne les reprend pas. Ça participe au dégoût de la politique. Quelle est, selon toi, rapidement, on va parler stratégie, la stratégie de Macron où il se dit à un moment donné « non, je ne vais pas faire ça alors je m'y étais engagé » ? Je pense qu'il y a 2 choses. Le problème de fond, c'est qu'il ne souhaite pas mettre en œuvre ses propositions. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas aller contre
son modèle, tout ce à quoi il croit, à la fois ce culte de l'argent, hein, c'est d'ailleurs un des 3 jokers qu'il a utilisé, c'est non, on ne touche pas au pognon, hein, ça on laisse de côté. Et en fait, il n'y a pas cette volonté de mettre en œuvre, c'est pas dans le radar. Mais pourtant, pardonne-moi de te couper, juste pour compléter ma question, il était certain que les propositions allaient aller assez loin. Il ne s'est pas dit avant de commencer cette Convention citoyenne pour le climat, ça va être difficile de tout reprendre? Ou il s'est peut-être dit que ça allait être moins ambitieux que ça ne l'a été à la sortie des 7 sessions? Non, je ne pense pas qu'il espérait que ce soit moins ambitieux, parce qu'en pratique, n'importe qui est informé aujourd'hui, quand on se fixe des objectifs, ils vont être ambitieux. Et d'ailleurs, les objectifs que la France s'est donnés, a voté déjà, la neutralité, la division par 2 de la consommation d'énergie pour 2050, l'engagement d'avoir une neutralité carbone en 2050, la baisse des gaz à effet de serre de 40% pour 2030, la part du bio, etc. Donc on a déjà voté des objectifs ambitieux. Le problème, en fait, c'est que mettre en œuvre ces objectifs ambitieux vient toucher le modèle. Et là, pour lui, il n'est pas question de toucher le modèle. Et la deuxième chose qu'il y a derrière, c'est plutôt un regard démocratique. C'est que, de même qu'avec le grand débat, il n'y a rien eu, il y a un mépris. Il brusque les institutions, il brusque la démocratie. Et en fait, je m'en fous. Voilà. Et en fait, vous comptez pour rien. C'est-à-dire que s'il pensait qu'il y avait une conséquence politique électorale, pour lui un danger à ne pas aller vers ça, il aurait essayé de trouver un compromis, de financer, etc. Là, le message qu'il envoie, c'est qu'en fait, je m'en fous, le débat, les enjeux pour moi, ils sont ailleurs, donc vous ne pesez rien. Il vient presque leur redire ce qu'il a dit à des millions de Français au début de son mandat. Il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Voilà. Et vous, là, vous faites partie de ceux qui ne sont rien. Il y a quelques semaines, en tant qu'adjoint à Annecy, j'étais avec un groupe de jeunes et je leur dis on va organiser des sessions sous forme de convention, conseil municipal, je ne sais pas encore, mais comment on pourrait réfléchir à faire des choses ensemble. Et ils m'ont dit, donc ils sont assez politisés, et ils m'ont dit de toute manière, il ne se passera rien sur les décisions qu'on aura prises. Je dis mais pourquoi vous me dites ça? C'est pas vrai, on est en train de discuter. Et ils me disent mais regarde le grand débat, il ne s'est rien passé. Donc c'est absolument terrible d'avoir des politiques locales et régionales derrière sur un exemple national qui n'a pas fonctionné et on doit réparer sans cesse alors qu'on aimerait mettre en place plus de projets. C'est ça en fait à la région, Fabienne, qu'il faut faire, c'est aussi réparer, redonner confiance via la démocratie. C'est quoi les leviers? Ce sont quoi les leviers? Bon, déjà, c'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Ça, c'est le premier élément. Ne pas faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Moi, l'équipe en est témoin dans le programme. J'ai vraiment tenté de dire si on décide de choses, il faut être sûr qu'on a le budget, il faut être sûr qu'on va pouvoir les faire et que nos propositions soient crédibles. Parce qu'il n'y a rien de pire que de vendre du rêve et puis derrière, pour des raisons X ou Y, de ne pas les faire. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est de faire avec les règles du jeu. C'est vrai qu'il y a tout un mouvement citoyen qui dit qu'il faut qu'on tire au sort aussi les élus, etc. Mais les règles du jeu ne sont pas les mêmes. C'est ce dont je parle dans mon petit bouquin. Comment une liste citoyenne peut gagner les élections. On a besoin, là, de jouer avec les règles du jeu des médias, qui nous obligent à avoir des gens qui savent parler, qui puissent convaincre. Parce qu'on n'a pas toujours les mêmes. Et puis je crois qu'il y a un point aussi, c'est savoir dire quand on consulte, ça peut être une chose, mais savoir dire aussi quand on intègre les citoyens dans la décision, et savoir dire aussi quand on a besoin des décisions pour évaluer ce qu'on dit, ce qu'on fait, et comment on va travailler avec les citoyens ou avec d'autres parties prenantes pendant toute la durée du mandat. On n'est pas obligé à chaque fois d'intégrer les gens, mais il vaut mieux le dire au départ, c'est tout. Mathias, aujourd'hui, tu es engagé sur la liste du pôle écologiste avec Fabienne Grébert sur la métropole de Lyon, sur la liste de la métropole, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Est-ce que tu vas être élu, j'espère bien. Est-ce que cette expérience de la Convention citoyenne t'a amené à la politique au sens noble du terme, en se disant « Tiens, là, il faut que je rentre dans le jeu du pouvoir politique régional parce que mon vrai pouvoir d'action, il peut être là ». Totalement. Enfin, sans l'expérience de la Convention citoyenne, jamais j'aurais candidaté pour être sur les listes aux élections régionales. C'est d'une part de faire l'expérience politique et de me rendre compte que politique, ça ne voulait pas juste dire vouloir et exercer du pouvoir, mais politique, c'était réfléchir comment on va s'organiser collectivement pour fonctionner dans la joie et la bonne humeur. Autant que faire se peut. C'est ça.
Et donc, en voyant que en fait, c'est possible et en voyant un angle d'approche et en me disant que tout ce que j'ai acquis grâce à la Convention citoyenne, je peux maintenant en faire bénéficier au maximum autour de moi, c'est là où je me suis dit, c'est le moment d'essayer de rentrer dans ce système-là pour voir à quel point je peux rayonner au mieux possible. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus dégoûtés de la politique et quand on voit ce qui se passe au niveau national, on peut le comprendre. Mais c'est aussi intéressant d'avoir ce retour d'expérience-là où quand on donne la possibilité d'expérimenter la chose politique, forcément on a envie de s'engager derrière. C'est ce qu'on a fait à Grenoble, notamment lors de la crise du Covid, avec la démocratie sanitaire made in Éric Piolle. Oui, enfin, made in équipe municipale. Et cette équipe municipale, d'ailleurs, elle comporte énormément de citoyens. C'est un gros tiers. Un gros tiers de la liste qui est une liste de citoyens qui donc s'engagent pour la première fois en politique. Il y a aussi des militants politiques qui deviennent élus pour la première fois, mais tout ça va de pair. Et moi j'ai suivi le même chemin au moment des élections régionales en 2010 parce que tout d'un coup quelqu'un, en l'occurrence les écologistes aussi, ouvre la porte et dit voilà, vous pouvez venir contribuer. Ce que nous avons fait avec la démocratie sanitaire, c'est que nous avons donc lancé cette comité de liaison, cette convention citoyenne, on pourrait dire, sur le Covid. On a annoncé ça en août parce que nous avons besoin de partir de l'expérience vécue dans cette crise. On subit la décision administrative, on subit vraiment le pouvoir jupitérien, on attend. Descendant. Voilà, il y a du teasing quelques jours avant, on ne sait pas ce qu'il va annoncer, et puis du coup on attend pour savoir si on va avoir le droit d'aller dans une salle de spectacle, d'aller rencontrer nos familles, de sortir de chez nous à 1 km, 10 km, pourquoi, est-ce qu'on va devoir s'auto-signer des papiers, etc. Et il y a une violence déjà dans ce processus où on attend la parole jupitérienne et en plus on manque énormément de l'expérience vécue et du coup de comment faire ensemble pour amoindrir cette crise, pour mieux la prendre en charge et donc travailler ensemble pour lutter contre l'isolement, pour faciliter l'application des gestes barrières, pour débattre des questions de solidarité, notamment de solidarité alimentaire. Bref, tout ce qu'on a pu faire là au fil du temps, avec 220 citoyens qui ont été pour une grosse partie tirés au sort. Et puis après, il y avait 12 catégories associatives, on va dire thématiques, plus qui représentaient aussi cette richesse associative qu'il faut évidemment pas mettre de côté, il faut s'appuyer sur eux. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne, j'imagine, des solutions concrètes, ça donne aussi des gens qui peuvent être d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, on s'en va, on part ensemble vers un plan d'action concret ensemble, c'est ça? Ça fédère aussi, c'est un outil fédérateur? Ça croise des regards, donc effectivement, ça produit du commun, ça permet également pour les élus et les services d'avoir un retour, une interaction, peut-être sur des angles morts ou des choses qu'on ne fait pas forcément bien. Ou ces fameux trous dans la raquette. Voilà, bon. Et ça permet aussi de prendre des décisions et même les décisions qui étaient déjà prises, de les avoir de plus collégiales, enfin qui étaient déjà dans les têtes, elles sont plus collégiales. Qu'est-ce qui fait que cette fois tu y crois? Tu vois, après l'expérience de la Convention citoyenne, la déception, la colère, tu nous l'as expliqué, qu'est-ce qui fait que cette fois, le programme là, qui a été fait par de nombreux citoyennes, associations, etc., 4000 personnes qui rejoignent l'appel des écologistes pour une région écologique et résiliente, qu'est-ce qui fait que là, tu te dis, non mais là vraiment, cette fois c'est la bonne et je les crois, on y va ensemble? Déjà, c'est pas le même personnage derrière. C'est vrai que c'était très difficile de faire confiance à Emmanuel Macron. C'est vrai que c'est pas pareil. Donc, on ne peut pas reporter toujours la faute des uns sur les autres. Et puis, de voir par exemple que ce programme il a été co-construit par des centaines de personnes, que ces propositions co-construites par des centaines de personnes, elles rejoignent celles de la Convention citoyenne pour le climat. Je me dis que finalement, c'est bien la preuve qu'il y a de l'intelligence collective là derrière, si on en arrive toujours un peu au même résultat. Je pense que c'est déjà deux principaux éléments. Et puis je pense que de toute façon, si j'arrêtais d'y croire, j'arrêterais de vivre. Donc on est bien obligé de continuer à y croire. Et puis on peut trouver de vraies solutions quand il y a des personnalités politiques avec de l'expérience, des citoyens, des associations, des partenaires économiques. On arrive à faire de belles choses comme à gagner un territoire Annecy qui était réputé imprenable. Fabienne, tu as été à l'origine de Réveillons Annecy, il faut quand même en parler, donc c'est l'objectif de ce que tu racontes dans ton livre. Comment gagner une liste citoyenne
je recommence. Comment une liste citoyenne peut gagner une élection? L'aventure avait débuté 1 an et demi avant les élections, je crois, avec Réveillons Annecy, peut-être 2 années. Comment tout ça s'est construit et comment toujours l'objectif d'écouter la base? Quand je dis la base, c'est pas du tout négatif, ce sont les gens, les citoyens, vous, nous. Moi, j'étais un citoyen pas du tout politique, vous m'avez ouvert les portes, je suis aujourd'hui maire adjoint. Comment tout ça s'est construit au fur et à mesure du temps? D'accord, d'abord, ça naît de la volonté de 2-3 personnes qui, à un moment donné, boivent une bière et se disent là, ça peut plus durer. On avait un peu comme assaillant le supermarché qui déclenche la liste citoyenne. Nous, on avait un tunnel là, dans lequel on allait engouffrer 350 millions d'euros et qui allait déverser 36 000 véhicules jour sur les rives du bord du lac. On se disait que non, ça ne pouvait pas durer. Et puis c'est ça qui mobilise à un moment donné quelques citoyens qui commencent à faire un apéro citoyen, 2 apéros, 3 apéros. Et puis tiens, ça commence à prendre. Il y a des likes sur des pages Facebook. Puis les élus d'opposition commencent à s'y intéresser, les socialistes, les Verts. Puis en se disant, ah oui, mais alors vous, mouvement citoyen, vous faites beaucoup de choses sur la démocratie participative. Là, on n'a pas l'habitude, hein, c'est pas facile. Oui, et du coup, on ferraille pas mal à un moment donné, mais on crée quand même un mouvement. Et moi, ce qui me faisait plaisir, tu l'as vécu comme moi, Guillaume, c'est que à la fin, même les élus issus de partis traditionnels disaient quand même, si on n'avait pas eu ça, ces pratiques d'intelligence collective, la façon de prendre des décisions, ces principes de démocratie participative, probablement on n'aurait pas gagné la ville. Et ça, c'était aussi, je pense, une fierté de se dire on a réussi à faire passer ces démarches-là et à construire effectivement un projet avec une plateforme citoyenne où à un moment donné on a mis en débat nos propositions, il y a eu des commentaires, etc. Alors bien évidemment, on n'invente pas forcément des choses révolutionnaires, mais le fait de pouvoir participer, le fait de pouvoir choisir collectivement une tête de liste, de faire appel au tirage au sort pour avoir du tirage au sort et puis de l'appel citoyen, hein, on a lancé sur les réseaux sociaux la liste en faisant appel à des gens en disant tiens, si vous voulez faire partie de la liste, venez. Et on a aujourd'hui des gens qui sont même à des postes de l'exécutif qui sont dans la liste et qui ont fait candidature spontanée. Donc c'est très chouette de pouvoir se dire ça aujourd'hui. Et voilà, et puis je crois que l'important c'est aussi de témoigner et de donner envie à d'autres de monter des listes citoyennes dans des petits villages, etc. On se dit tiens, tu le sais toi-même, si on avait eu plein de petites listes citoyennes autour du lac, ça nous aiderait grandement aujourd'hui sur le Grand Annecy. J'ai 2 questions pour toi, Eric. La première, c'est à quel moment tu t'es dit tiens, ils peuvent gagner à Annecy? Parce qu'il y a 2 ans en arrière, le système en place qui était celui de Rigaud et de ses amis avec Bernard Accoyer, la ville était réputée peut-être la ville de France la plus imprenable qu'elle soit. À quel moment tu t'es dit là, il y a un petit truc à faire et ça va peut-être passer? Au moment des résultats, on va dire. Non, mais franchement. Ah oui, tu t'es jamais dit là, ça va peut-être basculer. Je connais François depuis 10 ans, puisqu'on était François Astorg, le maire d'Annecy, puisque nous avons démarré ensemble. En tout cas, je ne sais pas si peut-être qu'il avait démarré avant moi, mais en tout cas, moi, quand je suis arrivé, c'était avec lui au moment des régionales de 2010. Donc, on s'appréciait, on a pas mal échangé. Mais de fait, dans ma tête, pour moi, Annecy, c'était effectivement ingagnable. Donc, s'il y a bien un endroit... Tu nous as sous-estimés. On apprend donc aujourd'hui qu'Éric Piolle nous a sous-estimés. Mais c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire. C'est que je savais qu'il y avait un potentiel pour faire des gros scores. Les écologistes ont fait souvent des gros scores en Haute-Savoie. Mais gagner, franchement, j'avais pas vu du tout venir le truc. Donc, j'ai trouvé ça absolument génial. Et après, on a été en contact beaucoup entre les 2 tours. Évidemment, mais j'ai trouvé ça vraiment génial. Ça montre qu'il y a une énergie et une capacité de bousculer les choses, et puis que aussi les choses changent. Hein, parce que cette Haute-Savoie qui était tout à droite, je crois que les conseillers départementaux, il n'y a pas un canton qui soit ni écologiste ni gauche, rien du tout. C'est quand même hallucinant de voir que la ville la plus importante, elle peut choisir une équipe citoyenne de gauche écologiste. Je trouve que ça peut que renforcer notre espoir. Et ça, on l'a vu un peu partout. J'étais dans ta conférence de presse, j'ai découvert que le maire du village qui est à côté de la maison de famille de ma femme était aussi dans les Coteaux du Lyonnais, était écologiste.
Donc ça donne de l'énergie. En Occitanie aussi, une ville de 15 000 habitants, par un ancien Grenoblois qui est maintenant devenu maire. Et donc on a parlé évidemment de ces grandes villes, mais il y a aussi plein de villes de plus petite taille, et dans la métropole de Grenoble aussi, avec Vizy, Les Bains, Saint-Égrève, la 6e ville, 15 000 habitants, avec aussi Champs-sur-Drac, avec Champagné. Bref, on voit qu'à quelques kilomètres de Grenoble, Coublevis, Charnècle, donc des petits villages, et je trouve que ça bouge beaucoup et ça donne une dynamique qui peut-être aujourd'hui n'est pas encore vue, parce que la dimension des métropoles a pris beaucoup de lumière, mais en pratique ce réseau-là, ces dynamiques citoyennes, environnementales, qui intègrent les questions de justice sociale, en fait se propagent partout. Ça a été fait à Annecy, ça a été fait à Lyon, ça a été fait au niveau de la métropole, tu viens de le dire. Ça peut aussi être fait ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Et Fabienne Grébert, avec les 202 candidats qui sont issus des listes sur les sols des départements, eh bien la victoire est totalement possible. Alors c'est vrai qu'il y a des sondages qui ne sont pas très favorables parce qu'on a un Laurent Wauquiez très fort. En même temps, avec les budgets communication et de l'argent public, heureusement qu'il est fort, sinon il y aurait un problème de communication. Mais tout cela est possible. Les sondages peuvent sous-estimer. C'est ce qui s'est passé à la métropole, on en parlait tout à l'heure. Pour parler tout à l'heure un exemple de la métropole, je crois que Bruno Bernard était donné à 8 points de moins que ce qu'il a eu lors de sa victoire. Grégory Doucet, pareil. On pourrait dire ça partout. Nous, 12 points de moins dans les sondages que ce que nous avons fait. 12 points. C'était le cas à Grenoble à une semaine du vote en 2014. On a été donné 10 points derrière la liste socialiste, on a fini 4 points devant. Donc moi je vois ça, les sondages ils sont pour l'instant mauvais partout. Ce qui est sûr, c'est que Laurent Wauquiez, c'est un animal de campagne, donc il sait faire campagne, il sait faire de la com, on l'a vu, il sait annoncer des milliards partout, il sait instrumentaliser les gens, mais ça ne dit rien, ça ne dit rien du résultat du 20 juin et du 27 juin. Donc moi j'y C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas se fier au sondage. La dynamique est là. Cette journée, avec l'ensemble des personnes qui sont intervenues, tous les gens qui militent aux quatre coins de la région, tous les jours, il ne faut pas sous-estimer cette force et partager des contenus sur les réseaux sociaux, convaincre une personne, 2 personnes, 3 personnes. Je vous promets que le score va être de toute manière excessivement serré, que la victoire est possible, et il en va de la responsabilité de chacune et de chacun. C'est ça aussi faire campagne. C'est pas uniquement coller des affiches et avoir le logo vert de partout. Non, c'est aussi en parler, de se dire que la transition écologique est possible. Plus de justice sociale, plus de culture, un plan pour la jeunesse, tout ça est possible dans notre région. Peut-être que tu veux compléter ce que je suis en train de dire, pardon Fabienne. Et moi, je suis d'accord bien évidemment avec tout ça. Et puis, bien évidemment, la démocratie doit être au cœur de nos politiques publiques. Ça a été le cas sur le projet, ça a été le cas sur la façon de constituer des listes aussi, et sur la façon aussi de décider de la stratégie. À un moment donné, au mois de février, on s'est dit, est-ce qu'on fait alliance avec la gauche ou pas? Et on a eu un vrai débat démocratique dans lequel je me suis refusée à prendre position pour pas influer le vote. Et je pense que ça aussi, c'est des signes de ce que l'on peut faire, de ce que l'on peut mettre en débat dans la démocratie. Et aussi constituer un corps qui nous permet tout au long du mandat d'avoir des avis, d'avoir ce dialogue avec les citoyens, de pouvoir impliquer les citoyens tout au long du mandat dans les projets qui les touchent. Tout ça me semble très important. Alors on parle beaucoup d'implication citoyenne, de démocratie, de convention, etc., etc. Et pourtant, dans la population française, on observe souvent une forme d'autocensure. Je ne suis pas capable, je ne connais pas assez. Et il y a tout aussi une sensibilisation sur les bienfaits de la démocratie à avoir. Est-ce que lors de la Convention citoyenne, il y avait des gens qui, au bout de cette session, se disaient toujours « Non, je n'ai pas ma légitimité pour aller là ». Parce que ça peut empêcher des candidatures pour venir sur les listes régionales, ça peut empêcher d'autres candidatures pour participer à la vie locale, parce que les gens ont peur de ne pas y arriver. Comment on peut donner cette confiance-là? Est-ce que tu as une expérience comme ça à nous raconter? À proprement parler, non, parce que déjà c'était pas mon cas et je connais personne, alors je connais pas dans l'intimité évidemment les 150, de personnes qui se sentaient toujours illégitimes au bout de cette session, mais je pense pas qu'il y ait vraiment quelqu'un qui se sentait illégitime. On avait toujours la possibilité de partir, on n'était pas en prison, donc je pense que si quelqu'un se sentait vraiment pas à sa place, il avait toujours la possibilité de partir, de se faire remplacer par quelqu'un d'autre qui avait aussi été tiré au sort et qui était là en suppléance. Donc c'était quelque chose de possible, mais de toute façon, en fait, le résultat avançant, les propositions étant de plus en plus fines et de plus en plus complètes, in fine, on se rend bien compte qu'on n'est pas illégitime vu que le travail, il est là, il est fourni et la qualité du travail, elle est de plus en plus saluée.
Donc je pense que c'est quelque chose qui participe au fait de se sentir légitime, même dans le tirage au sort. Eric, est-ce que je dis une bêtise en parlant de cette auto-censure? Parce que c'est une expérience personnelle où des gens se disent demain il y a des organes citoyennes, moi je ne me sens pas légitime pour y aller. Est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi de sensibilisation, c'est ce qu'on disait ce matin, sur les bienfaits de la démocratie et que chacun a sa place pour parler et organiser la vie de la cité, du département ou de la région? Oui, surtout quand les élus en place se sentent propriétaires du pouvoir et donc ont plutôt tendance à cultiver ça. Ils vont dire, en fait c'est un métier, laissez-nous faire, c'est notre métier, nos compétences, donc restez là-bas. Après, moi, je passe mon temps à dire que la parole publique, là, se construit et que, en fait, les discussions qu'on a dans des enceintes ne sont pas radicalement différentes que celles que vous pouvez avoir en soirée quand vous discutez de politique avec vos copains. C'est juste qu'elles ont été nourries d'informations, de débats, qu'on a pris le temps de débat, qu'on a pris le temps d'acquérir des connaissances, qu'au début on peut avoir une vision très de préjugés sur un sujet. Après on en découvre la complexité, on fouille, on croise les regards, on apprend. Moi quand je me suis retrouvé élu au conseil régional, j'étais toujours épaté dans les réunions de groupe de voir comment j'avais appris des choses à la fin de la réunion de groupe. Parce que les interventions de tel ou tel, ceux qui étaient spécialistes d'un sujet, ceux qui avaient des convictions sur un sujet, qui en étaient des militants, ceux qui avaient l'expérience, et à chaque fois je me disais waouh, dis donc là j'ai appris plein de choses. Et donc petit à petit on forge ce regard et cette image sur la légitimité tombe. Et donc ça c'est un entraînement. La démocratie est un entraînement. Perpétuel et à tous les niveaux. Perpétuel et à tous les niveaux, et ça n'est jamais gagné. Mais par contre, il n'y a pas des gens qui sont supérieurement intelligents qui peuvent faire ça ou qui ont des qualités très spécifiques. Non, on a des problèmes parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des codes. Donc c'est vrai que quand on ne manie pas le verbe d'une certaine façon, avec les codes médiatiques, avec les codes du débat public, c'est plus compliqué. Mais ça c'est vrai pour tout le monde. Moi j'ai bien dû aussi apprendre parce que mon discours c'était un discours du monde professionnel qui est basé sur d'autres ressorts, on a plus de temps. C'est sûr que quand on a une réunion, qu'on a 2 heures pour discuter, c'est pas pareil que quand on va faire un média et qu'on a 1 minute 30. Et en fait 1 minute 30 il faut apprendre à... Ça s'entraîne, ne t'inquiète pas. Ça s'entraîne, ouais, voilà. Fabienne. Oui, je crois aussi que en fait on oublie de dire qu'on fait de la politique pour les gens, pour les besoins des gens. Et on nous donne des grandes délibérations, c'est le titre de ce qu'on choisit, de ce qu'on propose dans des assemblées comme la région. Mais à un moment donné, on est là pour faire en sorte que les gens mangent, que les gens aient du travail, que les gens puissent se déplacer facilement. Et tout ça, à un moment donné, ça se fait avec les usagers, avec ceux qui utilisent nos services publics, ceux qui vont au spectacle, ceux qui ont des gamins au lycée. Et il faut qu'on reparte de ça, des besoins particuliers de la population. Et c'est en faisant ça qu'on réintroduira aussi de l'intérêt pour la politique. Il faut qu'on les fasse dans un langage effectivement qui soit moins codé probablement et qui permette à tout le monde de s'approprier les décisions politiques. Tu veux réagir? Si, éventuellement sur le point qu'effectivement on a besoin de moins coder et on peut, moi je me rends compte à la convention qu'on a été énormément épaulé justement parce qu'on n'avait pas ces codes-là et que on peut faire de la politique sans avoir ces codes-là, mais se faire aider des personnes qui les ont. Et on avait aussi toute une équipe je sais pas comment ils s'appellent, mais de personnes qui étaient dans la communication et qui s'occupaient de toute la com de la Convention citoyenne et qui, quand on avait 1 minute 30 pour faire passer un message, en fait c'est elles et eux qui s'en chargeaient. Ils nous interviewaient, nous on parlait, et puis ensuite ils coupaient, ils montaient, ils diffusaient sur les réseaux. Et c'était pas, on n'était pas dans cette démarche-là de devoir faire de la com politique, pas du tout. Nous on faisait l'autre partie de la politique et on était complètement épaulés pour ça. Et je pense que ça peut marcher à tous les niveaux. Est-ce que une meilleure démocratie et une meilleure implication citoyenne passe pas aussi par plus de pédagogie? Quand on explique aux gens l'influence des politiques à l'échelle municipale, régionale ou nationale, qu'est-ce qui peut changer dans leur vie en votant pour telle ou telle personne, en participant? Est-ce qu'on ne devrait pas, tous qui exercent le pouvoir, avoir plus de pédagogie au quotidien? Ouais, je ne sais pas si j'utiliserai ce terme. Je préfère utiliser le terme d'éducation populaire, en l'occurrence, parce que la pédagogie,
peut être un peu surplombante dans la sphère politique. C'était pas mon mot, j'entends, mais c'était pas mon idée. Non, c'est pas ton idée, je sais bien, mais tu vois, on va pas expliquer aux gens pourquoi ils devraient voter. En fait, on va partager des enjeux et ils vont se saisir de ces questions. Hein, ceux qu'on voit débarquer, nous, dans ces citoyens qui franchissent le pas, c'est des gens qui souvent ont eu un point d'accroche avec la vie publique, sur un projet d'urbanisme, sur un projet d'éducation, sur un projet culturel, sur un projet sportif, sur de la solidarité alimentaire, sur de l'accueil de migrants. Bref, ils sont rentrés par une porte et ils ont découvert un monde et ils se sont dit finalement, bah tiens, y a plein d'enjeux et mon enjeu là qui est très spécifique, il est connecté à plein d'autres enjeux et donc je peux m'ouvrir à tout ça. Et moi, c'est vrai que je passe pas mal de temps dans les écoles, dans des écoles primaires ou auprès de collégiens, de lycéens. En plus, la crise du Covid a facilité cela parce que la visio a facilité cela. C'est moins lourd en termes de déplacement, Bien etc. sûr. Donc j'ai fait des interventions pour des collèges ou des lycées qui sont à l'autre bout de la France et on partage les enjeux, les façons de faire, nos doutes, les questionnements, etc. Et c'est réjouissant, comme à chaque fois qu'on partage quelque chose et qu'on apprend collectivement quelque chose. Oui. Quand je parlais de pédagogie, Eric, c'était pas juste d'expliquer le programme, c'était plus d'expliquer à quoi sert l'institution. Bien sûr, l'institution, le fonctionnement, démystifier et quelle est fonctionnement, l'influence d'une politique régionale. Quelle puissance a la région pour les lycées. Plein de gens, moi j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était une compétence régionale et que ça peut donner aussi de l'intérêt aux gens à s'intéresser à la chose publique et politique. Tu parlais de migration il y a quelques instants. Fabienne, il y a une belle histoire, je crois, que tu voulais nous raconter aujourd'hui. Je vais vous la raconter en vidéo avec Montazer. Montazer, c'est un jeune demandeur d'asile qui est aujourd'hui réfugié en France, qui est soudanais. Et j'avais envie de vous livrer son témoignage, d'abord parce que c'est un ami, c'est devenu un ami, et son témoignage est très touchant, et puis surtout parce que c'est aussi une forme d'éducation populaire. Quand on est jeune migrant, qu'on arrive en France, qu'on ne parle pas le français, on peut s'impliquer dans des associations, on peut prendre du pouvoir, et Montazer, c'est vraiment quelqu'un qui a su s'intégrer dans les valeurs républicaines, qui a su apprendre à parler. On va témoigner, puis on revient là-dessus. Allez, on regarde, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Montazer, je viens de Soudan et je suis réfugié politique en France. Je suis arrivé en 2017. En fait, de Soudan, on ne parlait pas la langue française, on ne connaît pas beaucoup dans la culture française. Et donc quand je suis arrivé en France, en traversant le pays, je rencontrais des Français, des personnes locales et aussi des associations comme Croix-Rouge et Restaurant de Cœur. En parlant avec les autres, vraiment ils m'ont donné envie de rester en France. Et donc j'ai demandé l'asile en France et on s'est installé. J'ai fait vraiment le chemin de la migration qui m'a pris plus que d'1 an et c'était pas facile. Et j'avais vraiment une vie qui était arrêtée et là c'est vraiment en France une nouvelle vie qui recommence. Et donc je me suis demandé par quoi je commence. C'est une nouvelle page qui s'ouvre. Par quoi je commence? Eh bien, je voulais apprendre la langue française, reprendre les études, reconstruire une vie normale en France. Rencontrer des personnes, reconstruire une vie normale en France. Et donc, je commençais vraiment par apprendre la langue et vraiment faire du bénévolat dans plusieurs associations. Et vraiment beaucoup de travail. Et je commençais vraiment à démarrer ma vie. C'était en 2017. Et donc, j'ai commencé avec l'association Singa. Au début, vraiment, je parlais pas la langue française. Petit à petit, je suis arrivé jusqu'au conseil d'administration de l'association. Il y a plus que 2000 personnes de l'association. Et en 2018, j'ai créé une association avec 2 amis qui s'appelle Ecosila, qui est basée sur Lyon. L'objectif dans l'écologie et la migration. Et j'ai rencontré vraiment beaucoup de belles personnes. Et avec certaines, on a devenu amis. Et aussi d'autres personnes, vraiment, ils sont devenus vraiment ma famille de cœur en France. Et Fabien Grébert fait partie. J'ai rencontré Fabien Grébert en 2018. À l'époque, il a accueilli une personne nouveau arrivant, une personne migrante chez elle.
Et vraiment, Fabien, la première fois, il nous a invités à Annecy. Moi, j'habitais à Lyon. Et il nous a fait vraiment découvrir la ville d'Annecy, la beauté de la ville d'Annecy. Et vraiment, j'ai appris à nager dans le lac. Je ne savais pas nager. Et c'est Fabien, vraiment, Fabien qui m'a appris à nager. Et j'avais vraiment le projet de reprendre mes études. Fabien Grébert, il m'a beaucoup soutenu, et vraiment moralement, financièrement, pour mes études. Et vraiment, il était toujours là. Et vraiment, Fabien Grébert, c'est une personne à laquelle je fais confiance. Il est quelqu'un de confiance. Il m'a beaucoup soutenu, et aujourd'hui, vraiment, je le soutiens. Et je soutiens Fabien Grébert et son parti politique. L'écologie m'intéresse, et j'espère que Rhône-Alpes sera verte. Je vous remercie. Quelle belle histoire, vraiment quelle belle histoire. Et il y en a une aussi qui me fait penser à celle de Sidiki à Annecy. Quelques mots pour réagir à cette belle histoire, Fabienne. Oui, ben, Montazer, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par l'intermédiaire d'une de mes amies qui est dans l'association Singar. Et je pense que le parcours associatif, c'est aussi un bel exemple de démocratie. Et là, le parcours de Montazer, il illustre ça. Il est arrivé en France, il ne parlait pas un mot de français, il a été accueilli. Et puis, il faut aussi rendre hommage à notre démocratie. Je crois que c'est une des valeurs de se dire, tiens, je viens d'un pays où je ne pourrais pas continuer à vivre sans être obligé d'être confronté à la corruption. Je vais partir, je vais faire ma vie ailleurs, j'ai le courage de partir sans connaître un mot de français, en traversant la Méditerranée, sans savoir nager. Il y est arrivé, il est d'une combativité, et vous avez pu remarquer son français impeccable. C'est vraiment quelqu'un de courageux qui symbolise, à mon sens, notre belle devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Oui, parce que partir n'est pas souvent un choix, on part parce qu'on y est obligé. Quelques histoires que tu connais, j'imagine, Eric, et plus globalement, c'est ça, partir parce qu'on y est obligé, parce que souvent on est menacé de vie ou de mort. Oui, parce qu'on est menacé ou par une crise climatique ou par des conflits politiques, évidemment, c'est l'essentiel des migrations. N'oublions pas d'abord que l'essentiel des migrations sont dans les pays, intra-zone et dans les pays limitrophes. Et effectivement, ceux qui arrivent jusqu'ici ont une force, une détermination. Nous sommes encore en contact avec j'avais monté les premiers collectifs RESF il y a plus de 15 ans, c'était au milieu des années 2000. Réseau Éducation Sans Frontières, j'imagine. Éducation Sans Frontières, donc s'occuper d'enfants, de familles sans papier. Ouais. Et nous sommes encore en contact avec ceux qui étaient des migrants. Et récemment, là, cette année, un couple de Kurdes azéris qui va avoir la nationalité française. Voilà, 15 ans plus tard, on est encore très proches. Et c'est vrai qu'il y a cette richesse qui est amenée au territoire. Hein, et à Grenoble, on connaît ça, puisque vraiment la ville a été fortifiée par les vagues successives de migration. Et il y a là un enjeu aussi parce que, comme tu le disais, c'est pas des choix. Donc ça veut dire que nous devons aussi, là, dans l'accompagnement du développement, on le voit avec le Covid, où il n'y a pas cette solidarité, on demande la liberté de production des vaccins pour permettre à tout le monde d'en avoir. Mais il y a aussi la gestion de la crise climatique qui est plus que nécessaire et pour lequel, pour l'instant, très peu est fait par rapport, là aussi, à ce qui avait été décidé par le Collège mondial des nations. Et les conséquences terribles de cette crise climatique qui secoue notre planète depuis plusieurs années maintenant sera la première cause, si ce n'est déjà la première cause d'immigration dans le monde. Hein. Ça l'est déjà. Oui, parce que c'est le climat directement et puis les conflits qui sont issus de la crise climatique. Hein. Donc les deux connexions sont évidemment dramatiques avec notamment la question de la gestion de l'eau. La suite, Mathias, pour toi, si jamais tu es élu, quel élu tu seras? Toi qui ne viens pas de la politique, toi qui as fait de la politique au sens noble du terme en participant à la Convention citoyenne pour le climat, quel élu tu seras demain? J'espère un bon élu déjà, mais surtout un élu citoyen, c'est-à-dire que ma priorité ce sera justement de donner la parole aux citoyennes et aux citoyens, exactement de la même façon qu'on est venu me chercher pour me donner la parole. Et puis je serai un élu qui aura comme valeur les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, donc sans grande surprise à ce niveau-là. Tu t'en fais une mission du coup de te dire, tiens, on est venu me chercher, on m'a donné cette chance, et moi je veux aussi participer à donner la chance aux autres, ou en tout cas à participer à une nouvelle forme de démocratie
plus horizontale, avec plus de gens différents pour répondre à des problématiques données? Tout à fait. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus instructif qu'un cours d'éducation civique. Pas de réussite collective, politique sans démocratie, Eric. Ça c'est sûr. Et dans la période, nous avons besoin de liberté, d'émancipation et de démocratie. C'est ça aussi qui est très inquiétant dans la période actuelle qui brusque la démocratie, qui brusque le débat public. Il faut refuser ce débat malsain, nauséabond et rester ferme, positif sur ce que nous pouvons amener à la démocratie en France pour relever cet incroyable défi de notre génération autour de la justice sociale et des questions environnementales et de diversité. Avant de remercier l'ensemble de ces personnes qui ont participé à cet incroyable événement, plus de 10 heures de direct et ces 24 heures du climat, Fabienne, bien évidemment, le mot de la fin, en quelque sorte, avant de remercier toutes ces personnes. Bon, moi, je voudrais d'abord remercier tout le monde, effectivement, toute l'équipe qui s'est engagée à nos côtés pendant ce marathon, tous les militants sur le terrain. On l'a vu tout au long de nos échanges, nous dépendons les uns des autres et nous devons agir ensemble, individus, élus, collectifs et associations. Mais pour changer, il faut prendre le pouvoir et à notre échelle, celle de la région, comme des villes et des métropoles. Et les villes, elles ont besoin de la région. Je pense qu'Éric ne me démentira pas pour agir efficacement parce qu'il y a aussi des budgets à la région qui peuvent amplifier l'effet de la transition. Et l'écologie a besoin de vous et des votes de vos proches, de vos amis pour gagner les 20 et 27 juin prochains. Alors, nous devons sonner l'alarme démocratique, c'est important parce que si nous désertons les urnes, nous risquons aussi de déserter les enjeux liés au dérèglement climatique. Il nous faut gagner les élections pour répondre à l'urgence, car notre santé, nos emplois, notre avenir dépendent de nos votes. L'écologie, c'est une urgence, ici comme ailleurs. Et on le voit à Belgrade, à Montréal, dans le canton de Genève, à Zagreb, en Allemagne, tout autour. Le temps de l'écologie est venu, même à Annecy, où ce n'était pas gagné. Et beaucoup d'électeurs et d'électrices l'ont déjà compris et nous ont soutenus en 2019, en 2020, à l'occasion des élections européennes, puis des municipales. Et pourtant, à chaque fois, beaucoup de sondages et les médias non plus n'avaient pas du tout anticipé la vague verte qui se fait jour aujourd'hui. Et pourtant, là encore, plusieurs sondages récents ont démontré à la question « En qui avez-vous confiance ?» On attend en priorité des écologistes à la tête des régions. Donc tout dépend de la question qu'on pose. Et voilà pourquoi il ne faut pas trop croire les sondages aujourd'hui, les médias à courte vue, qui annoncent un duel entre la droite et l'extrême droite. Pour le 20 juin, je peux vous l'annoncer, il y aura peut-être une bonne surprise, même très certainement, une bonne surprise du côté de l'écologie. Et comme aux européennes, comme aux municipales, on peut compter là-dessus. Alors voilà, au soir du premier tour, il faut se le dire, nous serons la seule opposition crédible et capable de rassembler et de gagner face à Laurent Wauquiez. Voilà ce que je nous souhaite, que notre campagne rassemble toutes celles et tous ceux qui ne veulent plus de cette droite clientéliste, sans projet, sans envergure, et que nous fassions le choix d'agir pour le climat, pour sauver nos vies, pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Il nous reste maintenant 20 jours avant le premier tour pour réussir. C'est très peu. On va donc redoubler d'efforts. Et pour cela, nous avons besoin de chacune et de chacun d'entre vous, de toutes les bonnes volontés, toute notre énergie. Je sais que nous en avons ici autour de ce plateau, nous en avons dans nos forces militantes. Et cette énergie, je vous l'assure, elle deviendra renouvelable en cas de victoire. L'écologie, c'est possible. Nous pouvons gagner cette élection. Alors rendez-vous sur notre site appel-aura-écologie.fr. Inscrivez-vous, donnez-nous vos coordonnées, faisons campagne ensemble et vous le verrez, on aura une très belle victoire le 27 au soir. Et je vous dis donc au 27 pour fêter cette victoire de l'écologie. L'écologie, c'est possible en Auvergne-Rhône-Alpes.
Quelle fierté d'être autour de Fabienne Grébert, une équipe formidable pour faire campagne. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment sur les réseaux sociaux, via notre site, puisque un simple clic de partage peut participer à la victoire et à la sensibilisation collective pour plus de démocratie, plus de transition écologique, enfin une réelle transition écologique à l'échelle de notre territoire. Ces élections sont primordiales pour les 6 années à venir et cette sortie de crise, la sortie de crise qui peut être complètement différente si le président actuel reste président ou si Fabienne Grébert arrive avec toute l'équipe à remporter cette belle région qu'on aime toutes et tous, je crois. Un grand merci à toutes les équipes qui ont organisé cette journée depuis 8 h ce matin et qui y sont collées depuis plusieurs semaines maintenant. Alors, il y a eu beaucoup d'invités. Merci à tous les invités qui ont parfois fait de déplacements de Paris ou encore à Lyon. On était à Lyon, à Grenoble, à Annecy et également à Clermont-Ferrand. Des personnes qui sont déplacées et puis plein de personnes qu'on n'a pas vues aujourd'hui qui sont les techniciens, l'ensemble de l'équipe de la campagne, toutes les équipes de 8 Mont-Blanc, l'équipe de campagne avec Marie, Laura et Gauthier. Merci beaucoup. Je crois que ça a été une belle journée, une belle démonstration de force. N'hésitez pas à partager tout ça. Un grand merci pour cet événement qui arrive à sa fin ce soir. L'écologie, c'est possible en Auvergne-Rhône-Alpes, mais surtout, la victoire aussi est possible. Pas mal comme mot de la fin. Merci beaucoup, à bientôt. Salut.